Agitez votre brumisateur et entrez dans les magazines du 90.7. Vous écoutez Brume. Tout de suite, les magazines. Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines. Brume 90.7, nouvelle émission Planète Alliance Française. C'est la 3e édition de cette émission. Et j'ai le plaisir de recevoir Sophie, qui est professeure à l'Alliance Française de Lyon, ainsi que pas mal d'étudiants. Salut à vous. Bonjour, salut. Bonjour. Alors Sophie, c'est déjà la 3e fois finalement qu'on reçoit des étudiants à Brume et qu'on crée ensemble une émission où il y a plusieurs groupes comme ça qui viennent présenter des chroniques, nous parler de leur pays, des relations entre les Français et les étrangers, les différences culturelles, pas mal de petites particularités aussi qu'il y a dans chaque région du monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir 4 groupes qui vont se succéder à l'antenne. Je vais te laisser présenter un petit peu les 4 parties qu'on pourra écouter. Oui, voilà, alors les 4 groupes ont pour fil rouge l'interculturel, en fait. Le premier va s'intéresser plutôt aux rencontres qu'on peut faire, les rencontres entre soi et une personne étrangère, quelle influence ça peut avoir. On va avoir un groupe qui va nous parler des relations qui peuvent exister entre les parents et leurs enfants, et notamment sur le thème de l'orientation professionnelle. Puisque l'influence des parents peut varier selon les pays. On va découvrir ça ensemble. Il y a également un groupe qui va nous parler de l'implication, du rôle du sport dans les sociétés à travers le monde. Quelle est l'importance du sport en France et ailleurs. Et enfin, un groupe qui va nous parler des médias, des différences d'exploitation de l'information selon les pays. Et là, on aura l'exemple de 2 pays qu'on va découvrir ensemble. Alors, juste une petite question, puis on rentrera dans le vif du sujet pour expliquer un petit peu aux auditeurs comment ça se passe. Donc toi, l'atelier que tu animes, c'est autour du langage, de la langue parlée, et du coup, tu fais choisir un petit peu aux étudiants, à chaque fois que vous venez à la radio, des séquences comme ça, des thématiques qui les intéressent. Exactement. Moi, l'intérêt de travailler ensemble dans le cadre de l'atelier radio, c'est que les étudiants puissent d'une part pratiquer le français, la langue qu'ils apprennent, mais aussi qu'ils puissent apprendre, échanger et finalement s'enrichir sur des thèmes qui les touchent. Donc parfois, je peux leur proposer moi-même des thèmes selon la période de l'année. Et puis, sinon, ce sont eux qui sont source de propositions et qui s'intéressent à des sujets qui les touchent. Ok, on va partir en voyage avec le premier groupe et je vais vous laisser d'abord tous les 4 vous présenter, faire un petit tour de table très rapide. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tony, j'ai 24 ans. Je viens du Mexique. Et en France, j'étudie le français, évidemment. Et mon but, c'est de faire un master sur les métiers d'enseignement pour redonner des cours d'espagnol, un peu comme Sophie fait, mais à l'inverse. Moi, je m'appelle Natacha. Je viens de Taïwan. C'est une petite île à côté de la Chine. Je parle chinois, anglais et puis un petit peu de français. Oui, je vais faire un programme d'échange à Paris après. Oui. Je m'appelle Nour, et je suis vénézuélienne, j'ai 25 ans et j'étudie un master ici à France. Moi, je m'appelle Soucienne, je viens de la Chine et j'ai 26 ans. Je prends le français parce que je m'intéresse à la culture française. Super. Super, merci beaucoup. Alors, on va présenter maintenant le thème et rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Oui, ok. Bon, nous sommes là un peu pour parler de ce sujet que nous involucre à tous, qui sont les relations que nous avons avec les étrangers. Et ça nous intéresse pas seulement parce que nous sommes nous-mêmes des étrangers, mais aussi parce que nous avons tous des amis qui viennent de pays assez divers. À l'Alliance française, on peut trouver des personnes qui viennent de la Russie, l'Australie,
le Pérou, on fait aussi des amitiés assez fortes et spéciales. Et bon, on avait envie de traiter ce sujet parce qu'on trouve que ces relations-là sont assez spéciales. Donc on va discuter ça et après donner notre opinion par rapport aux les objectifs qu'on peut avoir dans une amitié avec un étranger, les complications qu'on peut trouver, et des choses comme ça, assez tranquillement. Et voilà. Mais d'abord, je ne sais pas si on peut entendre une petite interview. On avait fait des petites interviews dans la rue pour avoir aussi le point de vue des Français, parce que bon, ça nous intéresse à tous. On a interviewé 400 personnes. Et on va entendre d'abord Pauline, qui est une Française, qui en général ne connaît pas des étrangers, donc c'est un point de vue assez objectif. Après, c'est Amanda, une Espagnole qui habite depuis longtemps en France. Qui parle très bien français. Qui parle très bien français, en fait. Et finalement, Pascal, qui est un professeur de français, très, très sympa. Ok, c'est parti. Écoutons-les. Est-ce que vous imaginez votre vie à l'étranger? Quel problème se peint-vous que vous soyez à l'étranger? Je sais pas. Ça dépend du pays, je pense, de la culture du pays. Ça dépend avec qui je pars. Je saurais pas dire. J'ai jamais eu le cas qui s'est présenté, donc je sais pas. À voir, ouais. Je saurais pas dire. Faudrait voir la situation. Pourquoi pas, mais ça fait quitter beaucoup de choses en France pour aller ailleurs, quoi. La famille, les amis, le travail. Donc, je sais pas. Faudrait que ça se présente pour voir ce que je pourrais faire. Pour quelles raisons les relations avec les Français étrangers peuvent-elles être compliquées c'est un peu compliqué? Oui, non, moi j'ai pas trouvé de complications vraiment. Je trouve que les gens sont assez ouverts, en tout cas les gens dans mon entourage sont ouverts. Des fois oui, au tout début j'avais beaucoup plus la barrière de la langue. Donc moi-même je me mettais à l'écart parce que j'essayais d'écouter et de comprendre la conversation avant de pouvoir parler. Donc j'étais moi-même mise à l'écart, mais par rapport à ça, parce que j'arrivais pas à moi-même m'inclure dans cette conversation. Mais au bout d'un moment... Ça, avez-vous renforcé les stéréotypes liés aux étrangers? Les stéréotypes, oui. Alors, vous avez de la chance parce que je suis professeur de français dans une école de Lyon et je m'aperçois qu'en effet, les stéréotypes sont quand même... il faut changer parce que les stéréotypes ont changé. Comme par exemple les Français, on imagine les Français avec un béret, une baguette sous la main, 1 litre de vin à la main. Ça change tout ça. Donc, il faut changer. Et finalement, la question la plus importante, pensez-vous qu'avoir une amitié avec un étranger est une forme d'enrichissement personnel? Bien sûr, totalement. On dit en français que les voyages forment la jeunesse, donc connaître beaucoup d'étrangers, ça me permet de rester jeune, même si je n'ai plus 20 ans. Mais au moins, c'est une ouverture d'esprit qui est formidable. Les interviews, on passe directement aux discussions. Et pour commencer, je ne sais pas si ça vous va, si je vous pose quelques questions pour commencer cette discussion. Et, bon, par exemple, Natacha, est-ce que tu as eu des problèmes pour t'habituer à la France? Oui, moi ça va. Heureusement, j'aime bien le fromage. Bien qu'ils sentent un peu comme des vieilles chaussettes, ils ont un goût vraiment agréable quand ils se font tremper dans la bouche. Oui, j'adore. Et tu le manges à la française avec du pain et en buvant du vin rouge? Oui, bien sûr. J'adore tout. Je suis très gourmand. C'est bien parce qu'en des interviews, je pense que c'était Amanda, nous a dit qu'une des choses importantes, c'est la nourriture. Parce que c'est vraiment difficile de s'habituer à ce petit aspect. Est-ce que vous avez trouvé le même problème? Avec la nourriture, non, mais la météo, c'est un peu différent. À mon pays, il n'y a pas de saison et c'est chaud tout le temps, mais ici, il y a des saisons et c'est un peu difficile d'habituer. Mais dans ton pays, il fait aussi chaud qu'ici en ce moment? Je crois que moins chaud. Quand même. C'est la canicule. Oui. Souchène, tu as eu des problèmes pour t'habituer à la France?
Ça va, parce que je m'intéresse la vie de France, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'ai découvert, je pense que c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Pour moi, je pense que les choses les plus difficiles a été toujours la langue. C'est vraiment dur d'apprendre le français parce qu'il y a pas mal de sons qui n'ont pas en espagnol. Je peux m'imaginer que pour les Chinois, c'est encore plus difficile. Oui, exactement. Donc, c'est un petit des problèmes qu'on a trouvé. Et alors justement, petite question pour, par exemple, par rapport aux Chinois. Est-ce que pour vous, c'est plus difficile alors de parler ou d'apprendre à écrire en français? Pour moi, écrire, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas le même caractère. Alphabet, oui. Et pour toi, Natacha? Pour moi, c'est l'oral. Tant que tout ensemble, je pense que l'oral et l'écrit, c'est tout difficile. Bien résumé. D'accord. Et bon, après, on passe un peu dans les relations. Est-ce que vous avez été choqué par des gestes différents chez les Français ou les étrangers? Dans le langage corporel? Oui, un peu ça. Nour? Oui, à mon pays, on fait la salutation avec un bisou sur la main. Mais ici, c'est deux. Deux ou plus? Ah oui, Ouais. ça dépend de la région. Parfois 4. Oui, c'est trop. si on est très généreux. Et toi, Natacha? Oui, il y a beaucoup de différences, soit la façon de compter, soit la salutation, tous les différents. Comment dire? Par exemple, je trouve un truc intéressant pour faire la geste de manger en Chine ou à Taïwan, on fait avec deux doigts comme un baguette. Comme des baguettes. Avec l'index et le majeur, on symbolise les baguettes. Oui, oui. Et l'autre main fait le bol. Oui, c'est comme ça. Et ça, c'est manger. D'accord. Oui, c'est intéressant. Mais en France, je pense que, comme dit le français, utilise comme une cuillère, chose Ou comme la ça. fourchette. Fourchette, oui, avec le geste. Comme une pelle. Oui, exactement. Alors, il y a encore d'autres questions que vous voulez soulever sur justement ces différences et la manière dont les étrangers s'habituent à la France? Oui. Est-ce que vous avez trouvé des choses particulières par rapport aux relations? Je sais pas, je pense plutôt par rapport les façons de penser, les habitudes. Choses comme ça. Par exemple, moi, je trouve que l'habitude de manger en France est très bizarre par rapport aux horaires. Au Mexique, on mange à 14 heures pile. Et en France, on mange plusieurs fois. Et c'était très dur de m'habituer à les horaires. Et aussi, ça m'a posé problème par rapport aux relations que j'ai eues avec des Français, parce que parfois, j'avais trop faim, mais j'étais avec des nouveaux amis français. Et on n'avait pas la possibilité de manger. Je pensais seulement à manger. Je ne faisais pas attention aux conversations. Donc, Et toi, Chouchane, tu as eu des difficultés là-dedans? Quand je suis arrivée en France, il y a 6 heures de l'heure différent. De décalage horaire? Et pendant une semaine, je ne peux pas dormir. Ah oui. Parce que c'est différent de l'heure. Finalement, je pense qu'on peut conclure en répondant à la question la plus importante. Pensez-vous qu'avoir une amitié avec un étranger, soit un Français, soit une personne d'autre pays, est une forme d'enrichissement personnel? Oui, je pense que l'amitié avec l'étranger m'aide toujours à réfléchir des choses que j'ai considérées comme normales. Ça, c'est la partie qui est le plus intéressant pour moi. Ouais, toutes les choses qui étaient normales pour toi, finalement, tu les remets en question, tu les réfléchis de nouveau. Oui. C'est la même chose pour vous? Oui, je crois que c'est une manière de découvrir des autres cultures et voir différentes choses. Oui, je suis d'accord avec
avec eux. Et c'est aussi ça ce qu'on a trouvé dans les interviews. Pascal a dit que c'est une ouverture d'esprit formidable. Je suis totalement d'accord. Ça ouvre les yeux, la façon de penser, aussi les habitudes, la gastronomie, par exemple. C'est très enrichissant. Vive les rencontres internationales. Et ce qu'on peut dire aussi, peut-être pour conclure, c'est aussi que c'est pas propre à notre génération, parce que ça existait avant, les amitiés entre des gens de différents continents, de différents pays. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé qu'avant. C'est très courant d'avoir des amis, même très proches, qu'on rencontre dans notre jeunesse et qui viennent d'endroits différents. Donc c'est intéressant aussi de parler de ces questions-là, parce que c'est quelque chose qui nous concerne, qui nous touche. Au quotidien. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On va se quitter et laisser place au deuxième groupe. Une petite chanson peut-être pour faire la transition. Oui, qui nous propose la chanson? Moi, c'est moi. Ok, c'est Natacha. On t'écoute. Tu nous la présentes? Oui, c'est une petite chanson. C'est une combinaison entre chinois et taïwanais qui est, comment on dit, il rapporte une histoire traditionnelle dans une façon poétique. Oui. Oui, et je crois que c'était trop belle. Ok, on écoute ça. 爱谁跨不过，从来也不觉得错，自以为抓着痛就能往回忆里躲，偏只相信着受诅咒的水晶球，阻挡可能心动的理由，而你却靠近了，逼我们视线交错，原地不动或向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，追赶要我爱的不保留，我心跳贝贝呀走三关，我该话所以有会中原，放下西凉无人管，我一心只是往无传。而你却靠近了，逼我们视线交错，原地不动或向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，追赶要我爱的不保留，我心跳贝贝呀走三关，我该话所以有
Planète Alliance Française, deuxième partie. Et maintenant, un nouveau groupe arrive dans le studio pour nous parler un petit peu des relations parents-enfants autour des questions professionnelles, c'est-à-dire, j'imagine, un peu comment les parents peuvent influencer les choix des enfants, peut-être sur leur vocation professionnelle. Oui, nous avons choisi le sujet relation parents-enfants parce que pour moi, pour nous, leur relation entre parents et enfants sont si proches et si loin. En fait, pour resserrer un peu le sujet, nous avons choisi une fille directrice comme la orientation professionnelle. Pour commencer, moi je me présente, je m'appelle Die. Je suis diplômée à l'INSA de Lyon depuis l'année dernière en génie civil et urbanisme. En ce qui me concerne, moi, j'ai choisi ma orientation professionnelle pour mon propre volonté. À l'époque, ma tante, elle travaille dans ce domaine. Elle était considérée comme un idole pour moi. J'admire son façon de traiter des choses. Elle est très aventureuse dans la vie et tout. Pour elle, chaque projet dans un domaine urbanisme sont différents. Ils demandent l'innovation. Du coup, moi, j'aimerais bien entrer dedans et c'est pour ça que j'ai choisi cette orientation. Ok, par modèle. Oui. Donc, moi, c'est Mélanie. Je suis australienne, mais avec des origines malaisiennes et chinoises. Alors, malgré le fait que j'ai grandi en Australie, j'ai quand même été influencée par des valeurs chinoises de mes parents. Chez moi, on a toujours mis l'accent sur l'importance de la réussite scolaire et j'avoue que j'étais une fille plutôt obéissante et studieuse. Alors, en ce qui concerne mon orientation professionnelle, c'est moi qui ai demandé conseil à mes parents, puisqu'à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Mes parents voulaient évidemment que je fasse des études supérieures, mais si j'avais voulu faire un métier manuel ou professionnalisant, dès le départ, ils m'auraient soutenue aussi. Et comme mes matières préférées étaient toujours en lettres, mais que je voulais être sûre de trouver un travail, j'ai fait une double licence en commerce et lettres, spécialité médias, avec en parallèle un diplôme en langue étrangère en français. Ah oui, donc d'accord. Pour toi, il y avait quand même il y a deux éléments qui ont joué dans ta décision. Il y avait d'une part ce que tu aimais, mais aussi l'idée déjà de trouver un travail. Il faut que je trouve un travail. Voilà. Oui. J'ai toujours eu cet esprit pragmatique, on peut dire. C'est important. Ouais. Et pour toi, Ricardo? Bonjour, je m'appelle Ricardo et je viens du Pays Basque. J'ai fait mes études en littérature et c'est philologie anglaise en Espagne, c'est littérature et linguistique. Et je travaille comme professeur d'anglais maintenant. On est collègues. Oui. Et c'est une décision que j'ai prise à l'âge de 12 ans. Et je n'avais pas de pression chez moi, je crois, parce que mes parents n'ont pas des études universitaires. Alors, ils étaient contents avec ma décision. Et bon, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai trouvé un travail. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les adolescents doivent demander les parents, avoir quelques conseils où nous avons les risques de motiver les enfants ou imposer les études sur eux? Pour moi, je pense que le rôle de parents est important parce que à 18 ans, on ne sait pas grand-chose. Et si les parents donnent des conseils, c'est bien. Mais si les parents nous imposent de faire quelque chose, c'est risquant parce que toutes les générations changent. Et le marché actuel, ce n'est pas le même 20 ans avant. Du coup, il faut s'adapter à son propre volonté aussi. À ton avis, Mélanie? Oui, moi, par exemple, j'ai une copine qui a plutôt suivi le choix de ses parents. Et finalement, une fois qu'elle avait fini ses études, elle était tellement malheureuse qu'elle est tombée dans une... c'est un cas un peu extrême, mais elle est tombée dans une dépression tellement elle n'aimait pas son travail. Et du coup, elle a quitté son boulot dans la finance pour poursuivre sa passion dans la
dans la danse. Enfin, elle va devenir maintenant chorégraphe. Chorégraphe. Oui. Donc, bon, elle fait partie d'une culture très... elle vient de Singapour et là, ils ont souvent des valeurs très... tu allais dire traditionnelles, oui. Conservatrices peut-être. Oui. Donc, ils pensent à des métiers qui vont te permettre de faire peut-être de l'argent plutôt que des métiers qui sont plus épanouissants. Voilà. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que d'habitude, quand j'interroge les étudiants et que je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, ils me proposent un métier, je leur demande pourquoi et ils me disent pour gagner de l'argent. Et là, en fait, vous trois, vous êtes des contre-exemples. Vous me dites oui, il faut gagner, il faut vivre, mais surtout, il faut faire un travail épanouissant. Oui. C'est intéressant que vous contredisiez l'ensemble. Bon, nous avons aussi discuté sur l'importance de ces statistiques sur les secteurs pour trouver un emploi. Et on croit que maintenant, avec la crise économique en Espagne surtout, la moitié des gens sont au chômage. Alors les statistiques sont aussi importantes à l'heure de choisir les études, évidemment pour gagner de l'argent dans l'avenir. Donc finalement, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent quand même bien aux réalités du monde du travail et, oui, tout à fait, oui. Et ils les prennent en compte en plus de leurs envies personnelles. Oui, après, on ne peut pas tout faire ce qu'on veut non plus. C'est un peu dans les mondes idéologiques aussi. Après, j'ai des amis qui ont fait des études sur le journalisme ou médias. En sortant de l'école, ils ne peuvent pas trouver de boulot. Du coup, elle a changé d'orientation. Elles ont entré dans le monde de finance et tout. Parce que je viens de Shanghai. À Shanghai, c'est une ville de pôle de finance. Du coup. Donc en Chine, on peut aussi se réorienter. Oui, c'est plus facile qu'en France. D'accord. Bon, eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On va écouter une chanson. Qui nous propose la chanson ? C'est à moi de proposer la chanson. C'est une des chansons de mes préférées. C'est une chanson cantonnée dans une bande de Hong Kong. Et le titre est Sous un vaste ciel. C'est une chanson qui parle de la poursuite du rêve et de la liberté. Ah, c'est d'actualité. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Merci et surtout, les auditeurs qui n'ont pas encore trouvé leur voie, n'oubliez pas que c'est important d'être épanoui aussi, qu'il n'y a pas que l'argent et le fait d'avoir une bonne place.
也會怕有一天會跌倒。背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。Planète Alliance Française, troisième partie, nouveau groupe qui arrive dans le studio. Et ce groupe-là, Sophie, ils vont nous parler du sport. Et est-ce que c'est plutôt un vecteur qui unit les peuples ou qui les divise selon les pays? C'est un petit peu ça la problématique? Oui, exactement. C'est exactement ça. Quel rôle joue le sport dans les relations? Est-ce qu'il unit? Est-ce qu'il divise? Alors, ce groupe est constitué de 3 étudiants. 2 sont présents. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Sangwon. Je suis coréenne. Bonjour, je m'appelle Elia. Je suis russe. Voilà. Et on salue également Nicolas, qui n'a pas pu être là, mais qui a participé à l'élaboration de ce sujet, ainsi que Maria, qui est absente, mais qu'on va pouvoir écouter très bientôt. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème du sport? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements sportifs, comme le championnat du monde de natation, les Jeux olympiques l'année prochaine, ou les mondiales d'athlétisme. Oui, pour les vétérans en ce moment à Lyon. Quant à moi, je pense que le sport n'est pas un divertissement, mais un domaine important dans la vie sociale. Le sport a pris le caractère public. Oui, c'est vrai. On va le découvrir justement un peu plus ensemble. Alors justement, commençons tout de suite avec le volet plutôt d'union. Est-ce que le sport unit? Et on écoute Maria qui nous donne quelques exemples. Tout d'abord, le sport est un bon outil pour l'unification de la société grâce à l'idée du patriotisme, parce que ça se voit vraiment qu'avec le sport, ça renforce l'idée de l'identité d'un pays. Par exemple, chez nous, on est un pays tout petit et toujours, d'habitude, il y a quelquefois des différences avec la politique. Il y a des gens dans la société qui sont séparés à cause des raisons politiques, mais toujours avec le sport, on est toujours ensemble pour vraiment supporter l'équipe nationale, même si on gagne, même si on perd. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on est fiers d'être représentés. Et ce n'est pas un phénomène qui existe que pour les pays, mais aussi pour la région. Parce que, par exemple, même si notre pays n'est pas représenté, mais par exemple, avec les Jeux olympiques, quand il y a Jamaïque qui gagne, nous aussi, on est très, très fiers parce que c'est aussi la région qui gagne. Et ça, c'est encore un aspect d'unification, pas que d'un pays, mais aussi de toute la région des Caraïbes. Et ça se voit aussi que le sport est bien un prétexte pour les pratiques culturelles. Par exemple, on dit toujours que notre région, on aime beaucoup faire la fête. Et il y a des autres équipes qui ont nous été beaucoup critiquées
parce qu'on dit que même si on gagne, on fait la fête, même si on perd, on fait la fête aussi. Et c'est vrai, par exemple, quand notre pays était qualifié pour le mondial, on était donné le jour férié juste pour regarder les matchs. Ok, donc Maria nous a donné plusieurs exemples, plusieurs éléments. Donc voilà, le sport qui unit malgré les divergences politiques ou philosophiques. Le sport qui peut unir également dans une région, au-delà des frontières d'un pays. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'union comme ça? En Corée, lors des compétitions internationales de people coréen, le people coréen est uni autour de l'équipe nationale. Par exemple, pour la Coupe du monde de football. De football? De football, ouais. 2002. 2002? Oui. Ou pour les Jeux olympiques, ouais. D'accord, ouais, le peuple coréen est vraiment uni derrière son équipe à le soutenir. Oui, on a oublié qu'on est venu quelle ville ou quelle région, et on était ensemble. Ouais. Derrière l'équipe, peu Ouais. importe la ville. Ok. Ouais. Et tu peux nous dire une petite question à côté, juste simplement, les sports importants en Corée? Oui, je pense, oui. Quels sports sont importants? Baseball aussi important, et football aussi. On n'est pas bien de football, mais ça aussi c'est important pour les Coréens. D'accord. Ouais. Le baseball et le football. Football, ouais. Ok. Et toi, Ilia, tu as des exemples concrets? Oui, mais je pense que les compétitions internationales unissent les gens. Elles ont une grande importance pour même les relations politiques autres pays. Par exemple, si équipes de la Russie jouent au hockey, je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup de populations de l'Ukraine, de Biélorussie, comme vous savez, ce sont les anciennes républiques soviétiques. Je suis sûr que le peuple supporte aussi notre équipe dans les compétitions, par exemple dans les Jeux olympiques. Tu penses que ça unit du coup plutôt les peuples? Oui, D'accord. oui, c'est vrai. Au-delà des frontières, comme dans l'exemple de Maria. Ouais. Et tu peux nous dire juste toi aussi, Elia, un petit peu en Russie, les sports vraiment importants, le hockey, le football aussi? Oui, mais si nous pouvons de sport professionnel, parce qu'on peut diviser le sport traditionnellement en professionnel et sport d'amateur, oui. Si nous parlons de sport professionnel, je pense que le hockey est très répandu en Russie, mais le football n'est pas populaire parce que notre équipe n'est pas aussi bonne que celle de hockey. Oui, comme hockey, oui. D'accord. Et dans les sports amateurs? Dans les sports amateurs, oui, le football est très répandu entre les garçons de notre pays, de différentes villes. Le basket, à un moment aussi, c'était important. Oui, basket, je pense que non, n'est pas répandu, n'est pas populaire comme le football. Il y a plus longtemps, quoi, peut-être plus dans les années 80-90, quoi. Je ne sais pas. Oh, pardon, je ne sais pas, non. Peut-être, oui. Ok, donc on a vu le côté du sport qui unit. Et maintenant, intéressons-nous au côté du sport qui divise. Est-ce que vous avez des exemples? En Corée, on fait chacun support d'équipe qui représente sa région, comme baseball. Par exemple, en Corée, Busan représente le sud de la Corée du Sud, et, alors que Séoul représente la capitale. D'accord, donc il y a une vraie division entre la capitale et la province du sud de la Corée du Sud. Ouais. D'accord.
Et toi, Ilia, tu as des exemples de Oui, division? bien sûr. Par exemple, les sports régionaux, nous pouvons considérer football. Il y a beaucoup d'équipes de football régional qui agression et supporter toujours se toujours battre l'un à l'autre. Oui. D'accord, Il y a ouais, beaucoup donc c'est de- plutôt régional. On va écouter Maria qui nous en parle. Et étant donné que mon pays était une ancienne colonie d'Angleterre, vraiment avec le cricket, c'est plus un jeu, c'est vraiment comme la guerre, parce que nous, on a une équipe régionale et quand on joue contre l'Angleterre, c'est vraiment, ça se voit les tensions, les conflits historiques. D'accord, on va peut-être pouvoir conclure après avoir entendu Maria sur ce dossier autour du sport. Est-ce que ça unit? Est-ce que ça divise? Oui, voilà, avec ces différents exemples, on a pu voir que le sport avait une importance tout autre que l'activité sportive toute simple. Et que, comme Ilia le disait, il y a un rôle vraiment géopolitique, social, philosophique qui intervient. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Contrairement à Maria, son pays, même si son pays ne participait pas à la Coupe du Mondial ou quelque chose, il félicite avec par exemple, le Jamaïque gagne. Mais en Corée, le Japon et la Corée sont proches géographiquement, mais on est ennemis en réalité. Ah oui, donc il y a une vraie différence. Oui. D'accord, et c'est intéressant comme différence. Et toi, Ilia? Non, c'est bon. Ok, merci bien. Just
time! Tortelloni! All the time! Brume 90.7, quatrième partie de notre émission Planète Alliance Française. Et on va parler maintenant un petit peu notamment des médias, des économies des différents pays que vous allez nous présenter. Bonjour, je m'appelle Carlos, j'ai 24, je viens d'Espagne et j'étudie de la médecine. Bonjour, je suis José, je viens de l'Espagne aussi, et j'ai 28 ans, je suis en train de finir un concours public en Espagne. Bonjour, je m'appelle Annie, j'ai 23 ans et maintenant j'apprends le français dans Alliance Française. Ok, et tu voulais interroger tes camarades un peu sur l'économie espagnole, c'est ça? Oui. Bonjour à tous. Ni hao. Nous sommes Annie, Carlos et José et nous allons parler sur les médias à Taïwan et en Espagne. L'origine de cette idée vient parce que je suis taïwanaise et je suis très curieuse de l'évolution économique en Espagne. Avec une situation difficile pour le marché du travail, l'apparition de cas de corruption espagnole en médias taïwanais et comme ils sont informés en Espagne. Alors, je voudrais savoir un peu plus avec la participation de Carlos et José. Et la première question, ça c'est par exemple, est-il facile de trouver un emploi en Espagne? Normalement, il est difficile de trouver un travail en dehors du secteur des services, concrètement le tourisme. C'est vrai qu'il y a des activités professionnelles très spécifiques dans lesquelles le chômage n'existe pas, comme les ingénieurs, les mathématiciens ou les statisticiens. Et alors, au moins, ils sont bien payés? D'un côté, la chaîne de télévision Arte a rapporté que les salaires des Espagnols avant la crise sont descendus en 30%. D'un autre côté, les gouvernements annoncent qu'il a flexibilisé les marchés du travail en raison de la récupération économique. Forcément, la dichotomie du débat des opinions est dense. Moi, je crois que l'assouplissement a donné plus de puissance aux patrons pour réduire les salaires ou licencier les employés avec moins de coûts. Et alors, avec tout cela, les manifestations doivent être nombreuses dans le pays, non? Avec la nouvelle loi sur l'emploi, il y a eu beaucoup de manifestations en Espagne. Aussi, les manifestations générales ont compté une participation de près de 2 millions de travailleurs. Les manifestations, elles concernaient plutôt le salaire, plutôt le chômage. Je crois que c'est concerné surtout parce que la nouvelle loi parle des salaires, des horaires, de tout. D'accord, elle donne plus de droits aux patrons et moins aux salariés. Ouais. Et après cela, les choses ont continué plus ou moins tranquilles. D'accord. Ok. Est-ce que les médias parlent de ces événements? Je veux dire, si la presse est libre d'en parler. Les médias donnent les nouvelles, c'est-à-dire les événements de l'actualité. Mais l'actualité est celle de ceux qui la racontent, puisque la subjectivité montre différentes opinions. Les infos, aussi publiques que privées, sont ciblées par les intérêts de certains gouvernements, des groupes ou des organisations internationales. Donc, plus que donner la réponse, il faut poser la question. La liberté d'expression a-t-elle la même longueur que les ondes de la radio, que l'écran de téléphone sympathique ou la visibilité des télévisions à tout le monde? Et alors, est-ce qu'il y a des tabous? Oui, c'est vrai. Il y a des tabous en Espagne. Oui, c'est vrai. En Espagne, les médias passent à côté de la famille royale, par exemple, les CV des politiciens et les relations parmi les différents gouvernements et certains lobbies. Même quand il y a eu le safari, là, il y a quelques années. Ouais. Les congés de l'Espagne. Et pourquoi les médias passent à côté de ça? Ils ont peur de représailles ou simplement ils ne s'intéressent pas à ces sujets? Ils s'intéressent, mais je crois qu'aujourd'hui, la figure du roi, c'est si important en Espagne. Et tu dois être un petit peu, je sais pas comment dire. Obéissant, oui. Il est intouchable. Plus ou moins.
Et est-ce que le fait qu'il y ait des mairies qui aient changé à Madrid et à Barcelone, avec des maires issus un peu de Podemos et tout ça, est-ce que vous pensez que ça peut changer justement l'ouverture des médias peut-être sur certaines choses? Je crois qu'elle a déjà changé un petit peu. Ils ont parlé, surtout les médias, normalement de débats sur la forme de représenter les mairies en Madrid ou les principaux villes d'Espagne. Alors c'est important d'ouvrir un peu les discours de la population avec cette nouvelle représentation après les élections. Alors, si nous parlions de la corruption, est-ce que les médias en parlent aussi? La corruption est présente, visible ou invisible, dans toutes les sociétés. Les degrés dépendent de sa profondeur. Alors, si une société a quelqu'un corrompu, peut-être que ses représentants le sont. Certains médias ne parlent pas beaucoup des cas de corruption par rapport aux partis qu'ils supportent. Par contre, ils essaient de rendre les problèmes des autres. L'opinion publique est influencée bien par les moyens traditionnels que par les personnalités médiatiques. La liberté d'expression est un droit fondamental et reconnu par la Constitution de 1978 en Espagne. Donc, la sortie de l'enjeu deviendra en ajoutant les infos à la transparence et au service général. Alors, on a beaucoup parlé de la situation en Espagne. Changeons de continent. On y va. Annie. C'est parti. Est-ce que c'est vrai que les médias à Taïwan sont très libres? Alors, les médias à Taïwan sont très libres. Tous les gens peuvent parler tout. Et il n'y a pas de tabou en fait. En plus, on peut juger et critiquer les affaires politiques, la relation avec les autres pays ou les affaires personnelles des policiers sans aucun problème. Par exemple, il y a un forum sur Internet qui s'appelle PTT. On peut discuter tous les sujets de la corruption, des affaires judiciaires, etc., de la cosmétique et de la beauté. Les médias collectent souvent les opinions des gens par PTT. Ah oui, donc ce site internet, ce forum a vraiment une importance pour les politiciens et plus que les sondages, c'est l'utilisation de ce forum qui donne l'opinion du peuple. Oui, et il y a beaucoup les autres le forums comme ça, comme PTT, il y a beaucoup dans Taïwan. Donc, il n'y a pas de tabou dans les médias taïwanais, comme les corruptions ou les scandales? Oui, bien sûr, on a des scandales et de la corruption aussi, mais sur ces sujets, il n'y a aucun problème pour en parler. Par exemple, il y a eu un grand scandale financier de l'ancien président et aujourd'hui, il est en prison et tout le monde peut en parler sans problème. Est-ce qu'il y a un tabou concernant l'homosexualité des médias taïwanais? Oui, à Taïwan, il n'y a pas beaucoup de choses concernant l'homosexualité dans les médias par rapport aux autres. Sur l'homosexualité, l'attitude des personnes âgées est plus conservatrice, mais en ce moment, de plus en plus de parents acceptent leurs enfants qui sont homosexuels. De notre côté, par les jeunes, il n'y a aucun problème pour parler de cela. Ils ont l'esprit ouvert, mais le mariage homosexuel n'est pas encore légal à Taïwan. On va évoluer dans le futur. Et à Taïwan, est-ce que certains médias préfèrent certains partis? Est-ce qu'il y a des médias neutres? Oui, bien sûr. À Taïwan, certains médias préfèrent certains partis. Par exemple, quelques médias préfèrent le parti au pouvoir. Ils disent toujours de bonnes choses et présentent les mauvais côtés de l'opposition. En revanche, il y a un média neutre qui s'appelle Gongshi, qui rapporte toujours les choses neutres. Bien. Ici arrive la fin de notre débat. Je voudrais remercier mes collègues pour leur participation à le sujet d'aujourd'hui, un sujet comme les médias internationaux, dont deux exemples assez différents comme l'Espagne et Taïwan. On espère se retrouver quelques autres jours pour continuer et comparer l'évolution de nos questions et curiosités dans ces domaines. Merci et à bientôt. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez une chanson à nous proposer? Oui, nous avons une chanson espagnole, c'est un band d'indie espagnol. Alors Comment ça s'appelle?
La chanson s'appelle Pyromanos. C'est bon, prendrait un peu de chaleur dans cet été. On en a besoin encore. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette belle chronique et merci à tous les étudiants de Planète Alliance Française, à Sophie aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Brume. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.